Bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage, aujourd'hui qui vous provient de Austin au Texas. Il est 7 h du matin, puis il fait déjà 36 degrés Celsius avant l'humidité, donc il fait chaud. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bien, derrière moi, vous avez un Ioniq 5 4 roues motrices, donc un Ioniq 5 qu'on n'a jamais essayé. On a essayé un Ioniq 5 propulsion auparavant. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien, ça va être tout à fait différent parce que je suis au Texas spécifiquement pour visiter l'usine Giga Texas de Tesla, qui est peut-être à quelques kilomètres par là. Ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est juste de vous parler de mon expérience avec la version 4 roues motrices du Ioniq 5, aussi dans le contexte qu'on est dans un endroit où il fait extrêmement chaud la plupart de l'année. Les vitesses sur les autoroutes sont extrêmement élevées. La limite de vitesse, là, pas très loin d'ici, est de 136 km/h, 85 000 à l'heure. C'est complètement fou. Donc, ça désavantage les véhicules électriques plus particulièrement parce qu'ils contiennent moins d'énergie que les véhicules thermiques. Mais quand même, là, j'ai fait un road trip, je me suis rendu jusqu'à San Antonio, une autre ville là, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Puis je voulais vous faire part de tout ce que j'ai pu constater dans cette version aux 4 roues motrices du Ioniq 5. Alors allons-y. Comme je vous disais, ça c'est la version 4 roues motrices. La structure d'équipement entre le Canada et les États-Unis diffère souvent sur beaucoup de véhicules. Dans le cas ici de Hyundai aux États-Unis, il y a beaucoup plus de versions qu'au Canada. On a des versions là, SE, SEL, Limited. Il y a plein de niveaux d'équipement qu'au Canada, on n'a pas parce qu'au Canada, la structure du Ioniq 5, c'est propulsion Preferred, ensuite Preferred 4 roues motrices et l'ensemble Ultimate. En réalité, il y a juste 3 options qu'on peut choisir. Donc là, j'ai regardé dans les brochures de Hyundai américaines. Ça, c'est comme une configuration qui est plus disponible probablement parce que c'est une sorte de longue autonomie 4 roues motrices, siège en cuir intérieur blanc, mais pas de toit ouvrant. Puis dans le fond, cette configuration-là n'existe plus vraiment. Route 19 pouces, c'est un peu particulier, mais c'est pas nécessairement important. Ce que ça veut dire ici, c'est que ça représente la version 4 roues motrices longue portée qu'on aurait aujourd'hui chez Hyundai. Des petites variations d'équipement, mais la mécanique est essentiellement exactement la même. Ce véhicule-là a une cote NRCan de 410 km avec sa batterie de 77 kWh. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mon road trip vers San Antonio, j'ai eu des consommations à vitesse d'autoroute normale qui sont exactement dans la cote d'autonomie NRCan. Faisait 34 degrés Celsius avec la climatisation dans le tapis pour être confortable. Mais ça fonctionne. Dans le fond, le véhicule fait ce qu'on lui dit. Quelque chose qui est important de mentionner, c'est que personnellement, dans une voiture de location, on ne devrait jamais avoir d'intérieur blanc. Regardez-le, c'est dégueulasse, même si j'ai frotté, même si j'ai lavé. C'est horrible. Mais bon, c'est ce que la compagnie de location a décidé de faire. Par contre, d'un point de vue des textures, au toucher, le confort, les sièges en cuir, c'est beaucoup mieux que les sièges en tissu. Puis partout où on touche, on a des surfaces moussées, ce qu'on n'avait pas dans la version canadienne, 2 roues motrices, longue portée, la version de base. Donc ici, Hyundai segmente sa gamme vraiment en changeant l'expérience, ce que vous ne verrez pas peut-être chez Tesla où tous les véhicules, les intérieurs sont les mêmes, peu importe le prix que vous payez. Mais là, ça rejoint beaucoup plus de constructeurs traditionnels, là où la qualité intérieure, les textures vont être différentes plus que vous payez. Mais ça, c'est correct, c'est quelque chose qu'on reconnaît, mais je tenais à mentionner que mes commentaires du défi 500 km, que je trouvais que l'intérieur était de moins bonne qualité avec des plastiques durs, des textures moins intéressantes. Bien ici, c'est pas le cas du tout. C'est une expérience beaucoup plus intéressante dans ce Ioniq 5. J'apprécie vraiment. C'est un véhicule beaucoup plus cossu. Ça m'a fait changer un peu d'idée sur le Ioniq 5. C'est un véhicule très, très utilisable, mais quand même relativement luxueux. C'est bien. Ah, le fameux port de recharge. Avec la recharge, 800 volts, 350 kW. Parlant de tout ça, j'ai fait une recharge parfaite sur une borne flambant neuve Electrify America entre San Antonio et Austin. Regardez, je suis arrivé à 17 %, il faisait 34 degrés, il faisait chaud. Je me suis branché, 230 kW, on est parti. On a monté, puis en dedans de 16 minutes, nous étions rendus à 80 %. Haillon motorisé dans cette version du Ioniq 5, j'avais félicité Hyundai d'avoir un haillon manuel dans l'autre. Ici, c'est motorisé, ça ne me surprend pas. J'ai quelque chose à vous montrer. A2ZEV. Mais qu'est-ce que c'est que ça? A2ZEV, c'est une compagnie de Laval qui fait des adaptateurs pour les véhicules électriques
Et je me suis procuré, ce n'est pas commandité, un fameux adaptateur CCS à NACS. Puis là, vous allez me dire, Alexandre, pourquoi tu nous montres ça? La raison est super simple. C'est parce que lorsque j'ai réservé mon véhicule de location ici à Austin, au Texas, c'était un Ford Mustang Mach-E. Donc, je me suis dit, Alexandre, prends ton adaptateur, emmène-le avec toi. On va faire le même road trip, mais on va aller tester la performance sur les superchargeurs Tesla. Mais c'était mon but de vous montrer ça, ben là, ça ne sera pas le cas. Pour les gens là au Québec, là, si vous avez un Ford Mustang Mach-E mis à jour, vous avez l'adaptateur Tesla, j'aimerais tester mon adaptateur. J'aimerais ça faire une vidéo pour montrer à tout le monde comment ça fonctionne. Parce que les superchargeurs Tesla sont bien adaptés pour la recharge rapide du Mustang Mach-E. J'aimerais ça vivre une expérience de recharge sur Tesla. Fait envoyez-nous un courriel à notre adresse. Là. On aimerait ça tester ça. On va prendre place à l'arrière du Ioniq 5, là, juste pour vous montrer l'espace. C'est ultra spacieux, mais oui, avec un empattement de 3 mètres et un véhicule de 5 mètres de long, hein, c'est pas surprenant. On peut mettre nos pieds sous le siège. On peut même avancer le siège, ne serait-ce que... Ah, voyez-vous, ça c'est le plus avancé possible. Moi, je mesure 175 cm, 5 pieds 9. Mais même le siège le plus avancé, on est bien assis. L'assise est bonne. Puis ce qui est bien, là, ce que Hyundai a bien fait comme travail, c'est que, regardez, là, je peux facilement placer mes cuisses sur le bas du siège. Donc, j'ai un confort là, qui est supérieur à la plupart de ses concurrents. J'ai une bouche d'aération ici, numéro 1. Aussi, on peut rabaisser le siège à l'aide de cette petite poignée. Ploink! Puis là, vous avez tout l'espace dans le coffre. Rapidement, l'intérieur du Ioniq 5, bien là, c'est l'intérieur typique des véhicules électriques Hyundai. Vous avez vos contrôles de climatisation en bas, super facile d'utilisation. Un bouton rapide Climate pour aller chercher des informations supplémentaires. Vous avez même un mode conducteur seulement pour encore plus sauver de l'énergie. Je vous le conseille pas au Texas, il fait chaud, mais c'est l'interface Hyundai, Ioniq 6, Ioniq 5, Kona EV, tout ça. Puis même on voit ça dans des véhicules thermiques, cette interface-là. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas un fan de cette interface-là. Je la trouve vieillotte. Beaucoup, faut cliquer un peu partout pour aller chercher des informations. Par exemple, moi, là, le mode EV, lorsque je m'en vais ici, là, moi, je veux voir la consommation électrique. Donc là, je dois peser sur les 3 petits points. Information d'énergie, utilisation d'électricité. À un moment donné, ça pourrait être juste un bouton, ça, pour aller directement voir qu'est-ce qui se passe ici. Mais non, c'est pas le cas. Mais il fonctionne bien. Puis Android Auto CarPlay numéro 1, c'est juste que je trouve que pour un véhicule si dispendieux, on devrait avoir de quoi de supérieur. Et le Kia EV9 nous montre qu'une refonte de ce système-là s'en vient. Est-ce que ça va être disponible chez Hyundai? Je ne le sais pas, mais c'est vraiment plausible. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le combiné d'instruments. Lui, c'est correct qu'il soit un peu plus sobre, un peu plus simple. Les informations affichées sont cohérentes. On a là, nos trajets ici. Puis regardez, là, 353 km depuis que je l'ai réinitialisé, 20,3 kWh par 100 km. Puis ça inclut là, les sections d'autoroute à très, très haute vitesse. Donc, voyez-vous, j'ai eu des consommations élevées, mais j'ai eu des consommations très basses. Comme je vous dis, c'est une bonne consommation pour un véhicule de ce gabarit-là. Donc, là-dessus, je suis super content. Sinon, au volant, j'aime beaucoup le volant Hyundai, la bonne prise en main. Par contre, moi, je préfère dans le Ioniq 6 que les contrôles audio sont ici et le régulateur de vitesse sont de ce côté-là. C'est ça que je trouve particulier. Ioniq 6, Ioniq 5, c'est inversé. Je ne sais pas pourquoi que c'est pas la même chose. Sinon, là, la boutonnerie Hyundai, là, ça a bien du sens et on est très bien assis, comme je vous disais. Puis là, maintenant, je suis à l'arrière du Ioniq 5 là, avec les sièges rabaissés. On a un angle lorsque les sièges sont rabaissés, donc c'est pas parfaitement plat. Ici, le Tesla Model Y là, fait beaucoup mieux. Le ID4 aussi, mais quand même, c'est spacieux. C'est sûr qu'il faut faire attention. L'angle du haillon du Ioniq 5 est super prononcé, donc vous perdez là, de l'espace de chargement. Mais dites-vous que Model Y, ID4, Mach-E, c'est trompe-l'œil, mais c'est toute la même chose. Donc, globalement, l'espace intérieur là, est relativement similaire. Là, je vous afficherai là, la quantité de litres là, derrière la deuxième rangée ici. Mais on est bien. Est-ce que vous pouvez dormir dans le véhicule? Oui, mais je vous conseille de mettre votre tête de ce côté-là. Là, il arrive toujours quelque chose de bizarre aussi avec les voitures qu'on peut bouger, là, la siège de deuxième rangée, parce qu'on va se ramasser avec une sorte de vide ici. Je vais vous le montrer. Donc, si j'avance le siège, là, moi, ce que je peux faire, c'est arriver comme ça ici, parce que comme vous pouvez voir, il y a du vide qui a été créé. Je ne comprends pas à quoi ça sert, parce qu'en réalité, on devrait pouvoir être capable d'étendre le plancher. Évidemment, vous prenez morceau de plastique, coroplaste, planche de bois, vous pouvez le faire vous-même, mais ça ne vient pas nativement avec le véhicule. Mais oui, regardez.
est-ce qu'on pourrait se servir de cet espace-là pour mettre des objets cylindriques, puis ensuite se servir de ça comme plancher? Là, votre créativité, faites ce que vous voulez, là, mais moi, je trouve ça toujours bizarre. Là. Puis ici aussi, là, vous souvenez-vous, le Mazda CX-90 faisait la même genre de choses particulières, mais regardez, ça, c'est les choix d'ingénierie de Hyundai. Dans la vie, il faut toujours être curieux et toujours prêt à prendre des risques. Parce qu'après plus d'observations, on remarque que ce séparateur là, qui est ici, bien, si on tire assez fort, là, toutes les clips en plastique là, vont se libérer. Puis là, on va pouvoir enlever le séparateur. Puis voici ce que ça a l'air dans un Ioniq 5 lorsqu'on prend la deuxième rangée, on l'avance au maximum, on enlève le séparateur, on enlève le sous-plancher qui est ici. On n'enlèvera pas ce tapis-là parce qu'en réalité, c'est juste le fond du véhicule avec un port là, pour accéder probablement à la motorisation arrière ou le BMS de la batterie. Je n'ai pas les outils pour aller regarder là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, regardez comment j'ai augmenté l'espace de chargement là, à partir du bas. On peut prendre notre câble de recharge, on le met dans le petit compartiment à l'avant. On peut charger là, plein de choses ici, puis ensuite, là, évidemment, ça assume qu'on n'a pas de passagers à la deuxième rangée. Puis ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller relever la deuxième rangée, puis on va aller voir ce que ça donne comme configuration. Donc là, j'ai un espace pour les jambes qui est très, très limité, mais je réussis quand même à m'asseoir là. On a notre trou, puis là, lorsqu'on regarde dans le coffre, bien là, on peut charger. Là. Mais là, pour un long voyage, là, moi, je mettrais là, ici une tente, puis tout ce qui est mou. Je montrais ça, là, après ça, je mettrais ma glacière, tout ça. Là, on peut charger en masse. C'est bon d'être curieux. Au volant du Ioniq 5, 4 roues motrices, 2 moteurs, Long Range, Preferred, Ultimate, tout ce que vous voulez, hein, toutes les versions, tous les noms. La version avec la mécanique la plus évoluée, la plus puissante. Quand je dis plus puissante, je parle d'une mécanique là, ayant une puissance maximale de 320 chevaux. C'est relativement puissant. Évidemment, il faut être en plus haut statut de charge, mais regardez, je suis à 50 % de statut de charge en ce moment, puis l'accélération était convaincante, donc tant mieux. Hein? N'oubliez jamais hein, que les packs batteries de véhicules électriques, plus le statut de charge est bas, moins ils vont vous donner de l'ampérage, de la fois le voltage, de la puissance là, pour déplacer le véhicule. Mention très spéciale au Volkswagen ID4 que sa puissance maximale est à 88 % et plus. Moi, je trouve ça un peu débile. Pourquoi Volkswagen n'a pas juste dit entre 50 % et 100 % la moyenne de puissance c'est X? Peu importe, là, ça, on tombe dans les technicalités, mais ici, l'accélération est convaincante. C'est un véhicule ultra silencieux. Je vous en ai déjà parlé. Tenue de route, là, ceux qui vont me dire « Ah, moi, j'ai un nouveau Ioniq 5, là, Ultimate, là, c'est vraiment performant. » là. Non, c'est pas vrai. Le N, peut-être. Le N, d'ailleurs, on va l'essayer bientôt, là, dans les prochains mois. Donc, soyez là, à l'affût, abonnez-vous là, pour avoir la notification là, lorsque la revue va sortir. C'est un véhicule qui est performant, c'est un véhicule qui est confortable, c'est un véhicule qui est sécuritaire. Regardez, si j'écrase les freins... Avez-vous entendu les pneus crier? Les pneus dans ce véhicule-là sont des pneus à faible résistance au roulement pour évidemment maximiser l'économie. L'ABS travaillait super fort, mais on entendait quand même les pneus crier. La gomme des pneus n'est pas autant agressive que sur un véhicule sport. L'autre composante ici, c'est que c'est un véhicule qui, malgré que son centre de gravité est bas parce que la batterie est sous le plancher, ça c'est propre à tous les véhicules électriques, hein, dans mes derniers 400 km là, de me promener un peu partout au Texas, je me suis amusé. Puis même en conduite là, sportive ou en conduite un petit peu plus engagée, véhicule qui a beaucoup de roulis, on tourne puis on sent que le véhicule veut s'en aller comme ça, c'est moyen. Mais la vocation du Ioniq 5, c'est un véhicule familial électrique, spacieux, pratique, silencieux, confortable. Donc, Hyundai a juste donné une vocation différente au véhicule. Je ne m'aurais pas attendu que le véhicule soit nécessairement sportif, parce qu'en réalité, à la fin, c'est toujours un compromis, ça. Confort, sportivité, tout ça. Si ça avait été une berline, ça aurait été beaucoup plus facile pour Hyundai d'ajouter un agrément de conduite supérieur sans trop pénaliser la partie confort. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans cette version du Ioniq 5, que dans les versions plus chères au Canada, on a le changement de voie automatique qui est inclus avec la HDA, la Highway Driving Assist. Comparé au EV9, que j'avais beaucoup aimé la performance de ce système-là, c'est tellement lent dans la Ioniq 5. On met notre clignotant, puis là, le véhicule, il clignote, il fait à peu près 4 clignotants, il se tasse, puis là, après qu'il se soit tassé, il clignote encore 2-3 fois. Fait que t'as l'air un peu fou à faire tes changements automatiques sur l'autoroute. Le EV9, là, c'était quasiment instantané, 3 clics, puis on était tassé. Si c'était vraiment performant, mais en réalité, je pense que ça, c'est seulement du code et du logiciel, des éventuels rafraîchissements du Ioniq 5 s'il existe.
probablement qu'ils vont s'ajuster avec la performance du EV9 et des nouveaux véhicules là, du groupe Kia Hyundai. Là. À la fin, c'est ce qu'on remarque, là, quand un nouveau véhicule sort, il vient avec des améliorations logicielles que tout le reste de la gamme, là, éventuellement, se fait ajouter. Mais si vous étiez incertain là, de votre choix de véhicule électrique, Ioniq 5, Tesla Model Y, ID4, Mach-E, je vois vraiment pas de problème à avoir le Ioniq 5. Je trouve vraiment que c'est un bon véhicule. L'autonomie et la consommation est bonne, mais ça dépend. Mais là, ça, c'est tous les véhicules électriques un peu. Regardez, en ce moment, là, après avoir rechargé chez Electrify Canada hier, j'ai fait 115,2 km. Ma consommation est 19,8 et cette consommation de 19,8, c'est de l'autoroute avec une limite de vitesse de 112 km/h, donc 70 000 à l'heure. J'ai suivi le trafic, j'ai dépassé le monde. J'ai roulé parce que je filmais rien. Là, je faisais juste rouler, me rendre à mon hôtel. Donc ça, c'est une excellente consommation. Mais lorsque j'ai quitté Austin pour me rendre à San Antonio, avec la limite de vitesse de 85 000 à l'heure, 136 km/h, qui est d'ailleurs la limite de vitesse la plus élevée en Amérique du Nord sur une autoroute, ben là, on avait une consommation quasiment de 26. Fait que là, j'ai eu le véhicule à 82 % à l'aéroport, je me suis mis en route directement vers San Antonio. Rapidement, là, après 50 km, là, la batterie avait baissé beaucoup. Mais il n'y a pas eu d'anxiété d'autonomie du tout. Hein? J'avais mes bornes déjà toutes de préparées, je savais où je m'en allais. Donc, ça n'a pas été un problème. C'est juste qu'on voit que peu importe qu'on soit l'hiver ou l'été, la vitesse que vous roulez a tellement une incidence sur votre consommation. Puis après ça, l'autre composant, ça va être la densité de l'air. Donc, qu'est-ce qui nous aide ici? C'est qu'il fait tellement chaud que l'air est beaucoup moins dense que lorsqu'il est froid l'hiver. Donc, on peut probablement rouler un peu plus vite ici, dans des températures plus chaudes, pour la même consommation au Québec, où il faudrait rouler moins vite pour une température de l'air qui est plus froide. Mais ça, c'est des petits détails. Ce que je crois qu'il manque au Ioniq 5, vous allez me dire, puis ça, c'est quelque chose que Hyundai avait au début, c'est une plus petite batterie. Mais la petite batterie que Hyundai offrait au début, dans le Ioniq 5, c'était en bas de 60 kWh utilisables. Sur un Ioniq 6, je ne comprends pas pourquoi Hyundai offre pas la petite batterie là, de 56 kWh, là, si je ne m'abuse, 53 kWh. Je comprends pas pourquoi Hyundai offre pas ça, parce que vous le voyez là, dans nos vidéos, le Ioniq 6 peut faire des consommations vachement impressionnantes, très basses. Et enlever là, 20 kWh dans une batterie, c'est énormément de coûts pour le constructeur et c'est énormément de coûts pour vous. Donc, aux États-Unis, ils l'offrent, le Ioniq 6 avec la petite batterie, puis pas au Canada. Moi, je pense que c'est une occasion manquée. Peut-être que pour réduire les coûts, ils veulent simplifier la gamme au Canada. Et éventuellement, il faudrait peut-être avoir une batterie là, qui tourne autour de 80-90 kWh pour plus d'autonomie. Évidemment, tout dépendamment avec l'amélioration de la technologie. Peut-être que Hyundai pourrait aller chercher encore plus d'efficacité que le véhicule, puis pas avoir à mettre une plus grosse batterie. Mais si vous êtes attentif à ce qui se passe dans la planète automobile, le nouveau Kia EV6 rafraîchi a été annoncé en Corée. Il y a des gens qui ont mis la main sur le véhicule. Puis il y a une batterie d'à peu près 85 kWh, je crois, là, un peu plus grosse. Donc, on s'entend, ils sont faits dans la même usine, sur la même ligne, de la même façon, par les mêmes gens. C'est quasiment impossible que Hyundai ne mette pas la plus grosse batterie dans la Ioniq 5. Mais il n'y a rien de confirmé, puis Hyundai ne le confirmera jamais, sauf s'il l'annonce pour de vrai. Et voici ce qui me fait un petit tour rapide là, du Ioniq 5, là, 4 roues motrices, longue portée. Qu'est-ce que j'en pense? C'est un super de bon véhicule, spacieux, pratique, relativement efficace. L'architecture 800 volts, moi je pense que c'est un must pour les véhicules électriques. Lui, il l'a déjà, donc vous avez là, une décennie devant vous d'amélioration de technologie électrique, puis le Ioniq 5 va rester un peu plus à la page. C'est ce qu'on peut observer en ce moment comme tendance. C'est sûr que moi, je trouve que c'est un véhicule qui est relativement cher, mais la qualité est relativement au rendez-vous. Mais c'est un véhicule qui est moins abordable. Hein? En réalité, là, si on veut avoir cette version-là qui est mieux équipée, qui est plus cossue, qu'on est mieux, qui représente vraiment là, ce qu'on pense de ce véhicule-là, bien, c'est beaucoup, selon moi, trop cher. Je pense que ce véhicule-là a besoin d'une version plus longue autonomie puis une version plus courte autonomie. Puis cette batterie-là devrait juste être éliminée. Là. On devrait avoir quelque chose d'un peu plus petit, quelque chose de beaucoup plus gros. Puis on pourrait aller chercher là, des vraies autonomies de 500 km. Mais si vous considérez le Ioniq 5 puis il est sur votre liste, là, puis vous hésitez entre deux modèles, si votre concessionnaire Hyundai local vous fait un prix qui a du sens puis que vous êtes en confiance avec ce concessionnaire-là, je vois pas de faille fatale, je vois pas là, de faiblesse, je vois pas d'inconvénient. Et sur ce, espérons que vous avez aimé. Là, moi, je dois me diriger à l'usine le Giga Texas pour faire la visite. Sur ce, on se laisse là-dessus.